Alors Robert Carin, je suis actuellement à terre en droit public à l'Université de Bretagne Sud, à Vannes. Je fais ma thèse sous la direction du professeur Éveillard à l'Université de Rennes sur l'interprétation des contrats administratifs. Et je suis passé dans le département, je suis de la promotion 2009, j'ai passé mon agrégation en 2012 et après je suis resté à Rennes. Donc, je suis Alexandre Bayeul, vous m'avez sans doute déjà vu à quelques événements de l'ENS. Et là, l'occasion a été donnée de parler plus du doctorat, de la science économique. Alors, pour ma part, donc, j'ai fait l'ENS, il y a une promotion 2011. J'ai commencé mon doctorat de sciences économiques en 2014 et soutenu ma thèse en novembre dernier, donc 3 ans. Donc, et après quoi, eh bien, j'ai continué la procédure habituelle des enseignants-chercheurs. J'ai été qualifié maître de conférence en sciences économiques il y a quelques mois. Et après, maintenant, je m'engage dans la campagne des maîtres de conférence habituels. Voilà, donc un passage par l'ENS et ensuite une thèse en sciences économiques à l'issue. Bonjour à tous. Donc Cécile Rapoport, donc professeure en droit public, en droit de l'Union européenne à l'Université de Rennes. Donc moi je suis de la promotion, une des toutes premières là. Moi j'ai eu l'agrégation en 2001, donc vous enlevez 3 ans, ça fait 98, 99, quelque chose comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi aux organisateurs effectivement d'avoir organisé cette journée qui permet de se retrouver. C'est toujours avec plaisir. Donc Dorian Piette, je suis actuellement à Nantes, Prague, à l'Université de Nantes et plus particulièrement à l'IUT dans le département gestion des entreprises et des administrations. J'en reparlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Je suis de la promotion 2006, agrégé en 2009. Et ensuite, j'ai continué un Master 2 en droit de l'environnement à Nantes, à l'Université de Nantes. Qu'est-ce qu'on peut avoir de commun, nous qui sommes enseignants et chercheurs? Donc je crois que la première des choses qui me semble intéressante, c'est que, au fond, les questions qu'on se pose sur l'enseignement sont assez proches que les questions qu'on se pose sur la recherche. Je donne juste un exemple. Donc moi j'ai fait une recherche pendant 3 ans sur ce qui se fait de mieux dans l'enseignement en Europe et c'était un des thèmes fondamentaux, c'est-à-dire qu'on enseigne par des cas, on enseigne par la recherche. Et puis on a déposé un projet de recherche avec 10 universités européennes pour au fond faire financer par l'Union européenne cette université européenne qui s'annonce, et c'est avec 10 grandes universités qui appellent leur meilleur outil pédagogique, avec souvent des chercheurs de très haut niveau. Et le point commun, c'est que tous ces outils pédagogiques, ces expériences pédagogiques en matière d'enseignement sont liés à la recherche. Donc on y a quelque chose d'important. Alors c'est plutôt un deuxième thème qui me semble amusant, c'est la pluridisciplinarité. Et je pense qu'on peut essayer de se projeter. On peut essayer de se projeter. Comment est-ce qu'on peut parler de pluridisciplinarité, de recherche et d'enseignement? On fait un petit peu de sciences sociales, nous, et le critère qui est utilisé dans toutes les études, mais aussi par le ministère de l'enseignement et de la recherche, les présidences d'université, pour apprécier ce qu'il en est de la qualité d'une recherche et de l'enseignement, c'est son caractère international. Voilà, on regarde ce qui se passe au niveau supérieur, et toutes les études sont innervées par ce critère. L'ENS a effectivement apporté la pluridisciplinarité à chacun d'entre nous, mais ne nous a pas empêché de nous spécialiser derrière. Pour le coup, en fait, ça nous a plus ouvert l'esprit et ça nous resserre de manière plus ou moins régulière. Effectivement, moi je travaille en droit des contrats administratifs. C'est vrai que si j'avais jamais fait de gestion et d'économie, ça serait beaucoup plus compliqué, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment l'utilité que ça a présenté. Et je pense qu'aussi sur la table ronde, au-delà de on présente toujours l'ENS comme un lieu de pluridisciplinarité, c'est juste. Je pense qu'on oublie trop souvent et je pense que la nouvelle direction du département le montre. La première qualité du département, c'est la liberté qu'on a pu avoir, plus ou moins. Et je pense que la nouvelle direction du département l'a compris. Il faut donner plus de liberté aux normaliens, ce qui se fait dans toutes les ENS. Et c'est comme ça qu'on a... Enfin, nous, on a eu beaucoup de liberté notre année et c'est ce qui nous a permis d'évoluer vers ça. Voilà. Oui, là, pour compléter ce que dit Robert, je suis vraiment d'accord sur l'idée que l'ENS a permis d'avoir une pluridisciplinarité droit, économie, gestion, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Parce que le système académique est comme ça. On ne peut pas arriver avec une thèse de droit en économie, c'est pas possible. Donc il faut adopter la méthodologie de chaque discipline. Et donc se conformer aussi à ce qui est attendu en section 05, en section 06. Chacun a des méthodologies différentes. Donc là aussi, la pluridisciplinarité, elle est utile
pour comprendre l'objet de notre recherche. Exemple, pour ma part, je travaille sur les collectivités locales et l'économie qu'elles mettent en œuvre, notamment dans les services publics. Il se trouve que j'ai fait plutôt du droit public. Donc comprendre l'environnement organisationnel et juridique des collectivités, c'est indispensable parce que pour un juriste, il n'y a pas de différence entre un syndicat intercommunal à coopération multiple et une intercommunalité. Bon, pour un juriste, oui, c'est des fiscalités propres ou pas. Et ça, économiquement, quand on explique ça, ça a du sens aussi économiquement. Donc, d'avoir fait la pluridisciplinarité, ça permet de connaître son environnement, de le décrire précisément, d'acquérir une compétence métier sur la dimension qu'est-ce que j'étudie précisément, et ensuite d'adopter la méthodologie de sa science pour étudier cet objet-là. Quand j'ai fait le choix à un moment donné de soit une thèse de droit, soit une thèse d'économie, je me suis posé la question, est-ce que je pouvais faire une thèse de droit qui emprunte à l'analyse économique ? Et on m'a dit une chose très simple, on m'a dit, est-ce que vous voulez citer des études économiques faites par d'autres, ou est-ce que vous voulez produire l'analyse économique ? J'ai répondu, j'aimerais être acteur et producteur de l'analyse économique, et pas simplement la citer en référence, note de bas de page, dans une thèse de droit. Donc j'ai fait le choix de la science économique. Donc à un moment donné, il faut faire un choix méthodologique et de section. Pour autant, est-ce qu'on abandonne, on oublie ce qu'on a fait en droit ? Pas du tout. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille dans une chaire de recherche qui s'appelle la chaire Économie des partenariats publics-privés à l'IAE de Paris avec Stéphane Saussier, etc., partenaire de PSE, où on a une chaire pluridisciplinaire avec des économistes, des gestionnaires et des juristes, justement, droit, économie, gestion. Et tous ces gens-là travaillent sur des grandes thématiques fournies par des opérateurs, des politiques, des organismes publics. Par exemple, tous les gens qui ont fait un doctorat dans la chaire, dont je suis membre, ont tous été casés, la plupart, dans les régulateurs. Donc régulateurs, autorité de régulation ferroviaire, autorité de la concurrence et d'autres autorités. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des économistes spécialistes, des gestionnaires spécialistes, mais ils avaient également dialogué avec des juristes, avec des économistes, et ils avaient l'habitude de le faire dans le cadre de projets de recherche. Donc il y a eu des ponts qui sont faits. Et je terminerai juste sur un point, ce propos, en disant que la recherche pour la recherche n'a aucune utilité si à un moment donné on ne se pose pas la question de l'interaction qu'on a avec la société. Par exemple, la valorisation de la recherche. Pour les économistes, c'est quelque chose d'important puisque vous pouvez faire des AER, des publications de rang 1 international, votre travail ne servira à rien. Aujourd'hui, une moyenne de citation des articles, c'est à peu près 10 personnes dans le monde ont lu votre papier, même dans l'AER. Donc 10 personnes dans le monde, ça ne suffira pas. Donc à un moment donné, c'est comment vous assurez le service après-vente de votre travail, par exemple en vulgarisation, en notes, ou à collaborer dans des projets scientifiques de valorisation. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que les universités développent, encouragent, pas seulement parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'elles en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez remporter des appels à projets, il faut aussi valoriser le travail. Donc en fait, les chercheurs aujourd'hui sont incités à sortir de leur laboratoire et à valoriser ça. Donc il y a l'aspect académique, il faut jouer le jeu, si on veut avoir une carrière, tout simplement. Et une fois qu'on a sa carrière aussi, eh bien, développer des projets de partenariat pluridisciplinaire. C'est vrai que, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, si la question qu'il faut se poser quand on décide de s'interroge sur est-ce qu'on fait une thèse, est-ce qu'on fait pas une thèse, c'est pourquoi on l'a fait. Et si on fait le choix d'une thèse pour une carrière universitaire, c'est vrai qu'il y a certains codes à respecter, certaines questions à se poser dans le choix du sujet, dans le choix d'une discipline, parce que même si on nous encourage beaucoup à la pluridisciplinarité, effectivement, avant de pouvoir faire de la pluridisciplinarité, il faut avoir fait ses preuves aussi dans un champ disciplinaire donné, et les processus de recrutement sont encore dans ce système de section. Alors, je ne sais pas, on pourra développer si vous avez des questions sur ces aspects-là. Je ne sais pas s'il y a besoin de vous reprendre tout le cheminement, mais vous faites une thèse, vous soutenez une thèse, et ensuite, eh bien, pour obtenir un poste d'enseignant-chercheur, si on ne parle que de ces postes-là, eh bien, donc un poste de maître de conférence ou de professeur, eh bien, poste de maître de conférence, c'est un système de qualification par le Conseil national des universités, et vous êtes qualifié par une section disciplinaire. Donc, vous faites un dossier pour la section droit privé, droit public, économie, enfin voilà. Donc, effectivement, il y a une logique très disciplinaire en fait dans le processus de formation par la recherche, même si la pluridisciplinarité est valorisée dans les appels à projets et je dirais dans l'après, une fois qu'on est en poste. Alors il ne faut pas, de ce point de vue-là, votre formation vous donne beaucoup d'atouts parce que vous avez par nature ce réflexe, le fait de suivre une formation pluridisciplinaire dès la deuxième année et souvent en fait dès le post-bac, parce que même en classe prépa, pour ceux qui ont fait des classes prépa, pour arriver jusqu'ici, vous avez cultivé ces doubles, triples disciplines. L'intérêt de la pluridisciplinarité,
va être là, c'est que ça va vous aider. Enfin, là, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Vous aurez votre regard disciplinaire, mais vous aurez la capacité de comprendre, ou le réflexe en fait de prendre conscience qu'au-delà de votre discipline, il y a d'autres enjeux, d'autres disciplines. Alors évidemment, ça va être très naturel pour l'économie ou la gestion, mais ça peut aussi jouer sur la science politique, enfin, selon les thèmes après de recherche. C'est le fait d'avoir ce réflexe, de dire, ok, j'aborde le problème sous l'angle, moi je suis juriste, sous l'angle juridique, mais je sais très bien que derrière le problème juridique, il y a un problème politique, il y a un problème organisationnel, il y a des jeux d'acteurs, il y a un enjeu économique. Donc le fait d'avoir ces réflexes-là, je ne dis pas que je ne les aurais pas eus si je n'avais pas fait un parcours pluridisciplinaire, mais clairement, voilà, on développe des réflexes. On développe des réflexes donc, dans la conduite des recherches, on développe des réflexes sans doute qui se ressentent aussi dans les enseignements quand on est enseignant-chercheur, mais aussi dans les fonctions, je dirais, plus administratives. Vous le savez peut-être pas, mais on dit enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur, il fait de l'enseignement, il fait de la recherche et il fait aussi quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, mais qui prend un temps assez important dans notre emploi du temps, qui est de l'administration. Il y a beaucoup de tâches administratives, responsabilité de diplôme, responsabilité plus dans les conseils qui gèrent l'université. L'université, c'est un établissement qui est géré par ses enseignants-chercheurs administrés. Donc il y a des tâches administratives, et là encore, avoir un regard pluridisciplinaire, savoir ce qu'est une organisation, comprendre, voilà, ce sont des choses qui peuvent servir, et de ce point de vue-là, le côté pluridisciplinaire me semble un atout clairement pour la suite. Mais de la même manière que vous feriez le choix de faire autre chose que de l'enseignement et de la recherche, ça sera l'objet de la table ronde tout à l'heure, mais voilà, le fait de savoir de comprendre comment fonctionne l'organisation, de comprendre l'existence de mécanismes économiques, de mécanismes juridiques, ce sont de toute façon des atouts qui vous servent plus tard. Alors je vais continuer en parlant un petit peu d'enseignement. Alors parce que je ne suis pas enseignant-chercheur, je suis Prague. Pour ceux qui connaissent, Prague, ça veut dire professeur agrégé affecté dans l'enseignement supérieur. Donc je vais parler essentiellement d'enseignement et un tout petit peu de recherche aussi. Et répondre à la première question. En quoi est-ce que le magistère vous a été utile, je crois, pour la suite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai effectué à l'issue de l'agrégation un Master 2 en droit de l'environnement à Nantes. J'avais hésité sur le lieu, et puis finalement, je suis allé à Nantes sans aucun regret, et je me suis vraiment fait plaisir, puisque le directeur du master, Raphaël Romy, est quelqu'un de très 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 ouvert à la pluridisciplinarité. D'ailleurs, dans le recrutement, on avait des personnes qui étaient en formation continue, en formation initiale, mais de divers horizons, Sciences Po notamment. Et donc, cette année de master, j'en garde un très très bon souvenir, puisque je me suis fait vraiment plaisir. On avait pas mal de temps pour travailler un petit peu sur ce qu'on voulait. Et donc, c'est vrai que dans le mémoire de Master 2, j'ai pu approfondir un sujet qui était vraiment à la croisée entre le droit et l'économie. Alors, en quoi est-ce que le magistère a été utile ? J'ai eu la chance, ou en tout cas l'opportunité, de valider mon agrégation dans le supérieur directement, sans passer par l'enseignement secondaire. Et donc, j'ai atterri à l'IUT de Nantes, dans le département GEA. Il y avait un poste qui était ouvert, et vous savez peut-être que les normaliens peuvent directement valider l'agrégation après une année de stage dans le supérieur directement. Et donc le département gestion des entreprises et des administrations, c'est un département qui est évidemment pluridisciplinaire. Beaucoup d'anciens du département sont enseignants un petit peu dans les quatre coins de la France. D'ailleurs, l'année prochaine, on a recruté une étudiante, une collègue qui s'était égarée dans le Limousin à Guéret, et donc qui revient dans des terres un peu plus civilisées à Nantes. Et l'avantage, c'est que les cours, en fait, c'est du droit, de l'économie, de la gestion. Alors, beaucoup de gestion, évidemment, ce sont des gestionnaires, mais qui doivent avoir une culture générale juridique, une culture générale économiste de gestionnaire. Et l'avantage, c'est que toutes les matières qui sont enseignées, ce sont des matières qu'on a déjà faites à l'ENS, que ce soit le marketing, les ressources humaines, la communication, un petit peu de gestion de projet, évidemment du droit, de l'économie, de la comptabilité, alors qui est une vraie... qui fait peur aux étudiants en première année, mais après on les rassure un peu, on leur dit on pleure au début, puis après ils pleurent à la fin quand ils partent de l'IUT parce qu'ils sont tristes de partir. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu comme chez les ch'tis, on pleure en arrivant, et puis après on pleure parce qu'on part et parce qu'on est triste de partir, et parce qu'on a passé 2 super années. C'est assez difficile l'IUT, puisque c'est assez intensif quand même comme cursus. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'en tant que prof, moi j'enseigne essentiellement le droit, un petit peu l'économie pour dépanner, et aussi la préparation au concours culture générale. Et donc l'avantage, c'est que toutes les matières qui sont enseignées, toutes les matières que les étudiants font, je les connais parce que je les ai déjà faites à l'IUT, à l'ENS, pardon. Et donc ce qui permet de travailler vraiment en synergie avec les collègues. Effectivement, le magistère, je ne regrette absolument pas, et c'est vrai que c'est un atout vraiment d'avoir
une hauteur sur toutes les matières qui sont enseignées. Et puis comme ça, les étudiants, ils ne peuvent pas nous coincer sur des questions, ou alors ils ne peuvent pas nous dire oui, ça j'ai pas fait, ou ça j'ai fait. Enfin voilà. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Ensuite, pour parler de recherche. Alors je ne fais pas de recherche en tant que telle, je ne suis pas maître de conférence, donc j'ai aucune obligation de recherche. Cela dit, je baigne dans un milieu, puisqu'à l'IUT, on a aussi des enseignants-chercheurs, des PU, des maîtres de conf et aussi des professionnels qui enseignent. Et donc, j'ai eu l'opportunité, grâce à ma formation, c'est pas grâce à mon statut, puisque j'ai pas soutenu de thèse, j'ai commencé, mais j'ai pas jamais terminé. Grâce à mon statut, en fait, au réseau que j'ai pu me forger, je peux baigner un petit peu dans la recherche et j'ai une certaine légitimité, j'ai de la chance, parce que c'est parfois un peu difficile, quand on n'est pas maître de conf, de pouvoir travailler sur un pied d'égalité avec des gens qui font ça la moitié de leur service, en théorie. Hein. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'organiser l'année dernière, par exemple, un colloque sur la compensation écologique à l'université de Nantes dans le cadre des journées scientifiques, et j'étais donc le juriste de service avec 2 économistes, 2 collègues et amis économistes en économie de l'environnement, et donc j'étais le juriste en droit de l'environnement, et ce qui a permis d'organiser un colloque qui a remporté un succès assez sympathique, puisqu'on a eu un dossier spécial dans la revue juridique de l'environnement où on a pu publier les actes notamment du colloque. Et donc là, je suis actuellement encore en train d'organiser, grâce au colloque que j'ai organisé l'année dernière, un colloque qui aura lieu en novembre. Alors je ne peux pas trop développer le thème, mais c'est un gros colloque qui aura lieu sur 3 jours en novembre prochain sur un projet qui n'a pas eu lieu finalement. Enfin bon, je pense que vous savez peut-être de quoi je parle. Et donc voilà, l'Université de Nantes est moteur dans l'organisation de ce colloque. Il y a un certain nombre, et c'est la grande majorité des décideurs, comme on les appelle, directeurs du ministère de la Recherche ou président d'université, qui disent oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller vers l'internationalisation, ce qui veut dire clairement la pluridisciplinarité. Puis il y a un certain nombre d'autres chercheurs, notamment des sociologues, des épistémologues, qui disent en fait, ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle le modèle international. Voilà, c'est ça le modèle international de la recherche, qu'il faudrait dire que notre modèle local, voire régional, il faudrait qu'il ressemble beaucoup à ce modèle européen ou international. Et puis il y a un certain nombre de chercheurs qui disent non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faudrait, c'est un modèle global, c'est-à-dire local. C'est-à-dire que respecter des particularités épistémologiques nationales propres, nous, on est très disciplinaires, mais l'articuler avec un certain nombre, le teinter de façon de faire de la science au niveau international. Voilà. Ça serait donc faire ce qu'on appelle un petit transplant, une petite chose internationale ici. Alors, ça sera ma autre question, mais au fond, est-ce que ce n'est pas exactement ce second modèle-là, ce qu'on promet, est-ce que ce n'est pas les chercheurs ou les enseignants qui ont suivi la formation de l'ENS? C'est-à-dire qu'effectivement, avec une matière dominante, avec un goût fort pour des questions concrètes, un goût pour, au fond, aussi une recherche pluridisciplinaire et internationale. Est-ce que ce n'est pas ce modèle-là? Est-ce que vous n'êtes pas le modèle dominant aujourd'hui ou de demain? Moi, je dirais qu'il y a une chose qui nous distingue et qu'il faut préserver, à mon sens, c'est l'agrégation. Je le dis pour ma discipline. Pourquoi? Parce que l'agrégation de l'économie-gestion, c'est le seul moment dans une carrière, en fait, où on va avoir une vision large sur ce qui se dit dans le champ disciplinaire. Je pense que l'ENS de Rennes a fait un choix très pertinent de défendre l'agrégation. Jean-Baptiste, je sais que est très... Non, mais parce que l'agrégation d'économie-gestion, elle a ce mérite de permettre pour les économistes, je prends mon cas, de leur donner une vraie culture générale économique. Je prends l'exemple de doctorants en sciences économiques qui n'ont aucune idée de ce qui se passe hors de leur petit champ disciplinaire. Puisque en économie à la fac, parce que je n'ai pas fait l'université en économie, on a une vision très étroite, parce que rapidement on se spécialise en micro, en macro, en théorique, empirique, etc. Mais du coup, quand on assiste à un colloque avec des macroéconomistes, quand on est microéconomiste, la plupart ne voient même pas de quoi on parle. Or, l'agrégé d'économie, il a dû voir à un moment donné dans sa vie tout ce qui se dit en sciences économiques. Et donc ça permet, et je prends des exemples très concrets, de collaboration scientifique hyper intéressante, parce qu'au moins je voyais ce qu'était la référence sur le thème économie de l'environnement. Donc je crois que l'ENS de Rennes défend son agrégation, et elle a raison de le faire pour 2 raisons. Ça permet d'avoir une vraie vision large sur ce qu'est le champ disciplinaire. Et deuxièmement, je crois que c'est important en termes d'enseignement. Ce que disait Dorian tout à l'heure est très juste. Je crois que les enseignants-chercheurs aujourd'hui souffrent d'une formation en termes d'enseignement. L'agrégation forme aussi à l'enseignement. Cette capacité à avoir une vision large sur ce qu'est un cours en sciences économiques, en gestion, en droit, c'est quelque chose qu'on apprend à l'agrégation également. Et je crois que c'est important d'avoir cette capacité à enseigner également. Ce qui fait que, je prends un Paris 1, là où j'ai fait ma thèse, bizarrement, les maîtres de conférences et les professeurs aimaient bien avoir des normaliens en chargé de TD. Bon, on ne sait pas pourquoi, hein, mais quand ils étaient agrégés, c'était mieux.
Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Je prends l'exemple à la section CNU 05, quand vous avez l'agrégation, la partie enseignement est cochée automatiquement. On ne regarde même pas ce que vous avez fait comme cours. Il y a une présomption que vous êtes immédiatement quelqu'un capable d'enseigner. Et je crois que les D1 ont raison de défendre leur modèle. Ce sont des juristes, des économistes, des gestionnaires qui se spécialisent après. Un dernier point là-dessus, c'est la spécialisation. Je me souviens avec M. Malin, on avait discuté de ça à l'époque quand je me posais la question de thèse ou pas thèse en économie. Et vous m'aviez dit, je vous cite là-dessus, quel est votre avantage comparatif, on est économiste, en termes de thèse d'économie? Est-ce que vous allez vous frotter, par exemple, aux macroéconomistes quantitatifs qui font des modèles DSGE bon, c'est pas ma valeur ajoutée, c'est pas mon avantage comparatif. Par contre, aller sur un champ où je peux capitaliser sur ce que je connais, à savoir l'environnement juridique, organisationnel et économique de tel ou tel secteur, permet d'avoir un avantage comparatif. Donc je crois que les normaliens ont un réel avantage comparatif issu de leur formation pluridisciplinaire et qu'ensuite, pour se spécialiser, ils ont une vraie vision de ce qui peut être leur discipline plus tard. Donc je crois que l'ENS n'a pas à rougir de son modèle, qui a fait ses preuves, qui continue à faire ses preuves. Il faut maintenant continuer à développer l'aspect recherche, et là aussi il y a une vraie formation à la recherche à développer, aussi pour une raison simple, c'est que le doctorat ne doit pas être fait par erreur et par défaut. Quand on fait une thèse, il faut vraiment avoir avant une idée sur à quoi on s'engage. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire une thèse un peu mal construite et mal justifiée. Parce que là, ça génère beaucoup de souffrance généralement, et ça peut mener à l'échec qui est encore plus dur à gérer. Et je crois que là aussi, il y a une vraie pédagogie à faire à l'ENS pour permettre aux normaliens de savoir ce qu'est la recherche avant de s'engager. Le mémoire d'initiation à la recherche, c'était une très bonne idée pour ça. Donc, je crois que le modèle est très pertinent et il faut continuer à le développer. Mais surtout, ne renonçons pas à cette spécificité de l'agrégation qui, de mon point de vue, et je peux vous l'assurer de mon expérience, en tout cas, n'a jamais été un frein dans une carrière académique. Jamais, ni académique, ni ailleurs d'ailleurs. Voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je confirme que l'agrégation, c'est pour quelqu'un qui envisage une thèse, alors encore plus peut-être une thèse en droit, du coup, enfin, je sais pas. Mais une agrégation d'économie, même, enfin, d'économie gestion, même si le droit, le terme n'est pas, c'est aussi utile, même quand on envisage une carrière en droit, c'est pas un an de perdu. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a un choix tactique qui est que si vous êtes agrégé, vous savez que vous avez possibilité d'une alternative de carrière si jamais vous décidez de renoncer à la thèse, parce que ça arrive aussi qu'on démarre une thèse et qu'on n'aille pas au bout. Dorian pourra témoigner plus que moi sur le sujet. Mais donc voilà, donc c'est quelque part un filet de sécurité et qui est quand même un filet de sécurité intéressant. C'est quelque chose. Alors vous aurez toujours quelques personnes. Moi j'avais eu ça en audition quand j'ai candidaté, quand postulé sur des postes d'ATER, mais finalement vous n'êtes pas vraiment une vraie juriste. C'est parfois quelque chose, mais c'est très facile d'expliquer que si on est un vrai juriste, même si on est agrégé d'économie, parce qu'en réalité on n'a pas fait moins de droit que les autres. On a fait une licence de droit, une maîtrise, un master de droit, etc. Donc c'est assez facile. C'est un argument qui est assez facile à démanteler. Et puis, effectivement, je crois beaucoup à ce côté. On est censé avoir fait un certain nombre de preuves dans notre capacité pédagogique. Au-delà de ça, l'année de l'agrégation, c'est quand même l'année où même si vous avez les premières années, des cours, etc., c'est quand même l'année où vous savez assez directement pourquoi vous allez travailler vos matières. Il y a une émulation, il y a une intensité dans le travail. Là, c'est à ceux qui sont en prépa grec qu'il faut le demander, mais on apprend encore beaucoup l'année de l'agrégation en économie, en gestion, quand on est juriste, plus spécialisé, en plus de ce qu'on apprend en droit. Et on apprend aussi à acquérir les codes d'un concours, à avoir conscience que réussir un concours ou réussir un concours, parce que finalement même la maîtrise de conférence ça reste un concours, même si c'est un peu particulier, l'agrégation du supérieur c'est un concours, ça vous donne là encore des compétences. Moi je sais que pour passer l'agrégation du supérieur, le fait d'avoir fait des épreuves en 5 heures, en 6 heures d'écrit, le fait d'avoir été entraîné à l'agrégation du secondaire, le fait d'avoir obtenu l'agrégation du secondaire, c'était une expérience, une compétence, des compétences acquises qui m'ont sans doute aidé. Donc voilà, faut pas se dire finalement je perds un an, c'est utile. Après c'est pas la seule voie possible, hein, mais c'est vrai que moi je suis plutôt partisane aussi de dire que l'agrégation d'économie, même si derrière on veut faire que du droit,
c'est une carrière universitaire en droit, ça reste pertinent et c'est pas un an perdu. J'ai une question peut-être un peu plus pragmatique. On a bien compris la dimension scientifique de la thèse, mais à un moment, il se pose aussi les conditions matérielles de réalisation de la thèse. Et c'est un point qui est peut-être moins facilement abordé, mais voilà, concrètement, comment on fait pour financer sa thèse? Alors en économie, il y a une superposition entre la durée de la thèse et la durée d'un contrat doctoral qui se fait assez facilement. En droit, avec l'allongement des thèses, on a aujourd'hui une certaine dissonance entre des thèses qui vont durer parfois 6, 7 ans et un contrat doctoral qui est quand même plus limité. Donc voilà comment aujourd'hui concrètement on peut arriver à faire une thèse dans de bonnes conditions. Ici, par exemple, cette année, il y a 10 demandes de contrats doctoraux, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien. Il n'y en aura pas autant d'attribués pour des raisons budgétaires. Bon. Alors, il y a des modes de financement qui sont... Alors, premier point, les contrats doctoraux, ça se prépare. C'est un dossier, il y a des critères d'évaluation, etc. Alors, lors de la journée des thèses, justement, c'est fait pour cela. Et donc, tout le monde est obligé de venir à la journée des thèses. Pourquoi ? Pour que vous allez voir quels sont les critères d'attribution, puisque vous allez voir probablement les personnes qui auront attribué les thèses, vous allez avoir des élèves qui auront eu des thèses, qui vont vous montrer comment construire ce dossier. Et je crois que c'est très important, c'est un apprentissage. Ce n'est pas un claquement de doigts, comme ça. Deuxième chose, il y a l'évolution du monde de la recherche, c'est l'évolution dans les sources de financement. Alors, j'ai essayé de répéter à plusieurs reprises qu'il était possible de financer des thèses CIFRE et que automatiquement on avait un financement à partir du moment où on trouvait une entreprise ou une institution publique ou internationale qui acceptait. Personne n'a répondu à ça. Alors, plein de sujets auraient pu être construits comme ça. Donc il y a aussi une évolution à faire. Troisième temps sur la durée, je crois qu'on peut faire des thèses en 3 ans. Je crois qu'il y a un très bel exemple, Eric peut nous le donner. Il y a une thèse qui a été soutenue à Rennes, qui a eu le prix de la Fondation. Une thèse en 3 ans, faite dans l'association Sherpa, en droit international extractif, mais avec une dimension concrète, très forte, ce qui veut dire que, c'est quelqu'un qui fera un très beau chemin. Autrement dit, il faut commencer à réfléchir, mais les réponses que vous allez construire vous-même ne sont pas nécessairement celles que vous pensez. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu long, mais comme je suis assez d'accord avec vous, pour le coup. Et pour rentrer plus concrètement dans ta réponse, effectivement, il y a une tendance au raccourcissement des thèses, quand même dans le milieu juridique. Je pense que la norme dans le milieu juridique va passer à 4 ans. Là, on est dans la période de transition. Donc les sujets sont peut-être encore définis. Ça va être variable. Mais bon, alors, après, plus concrètement, sur le financement, en principe, vous avez le financement de l'ENS qui vous finance à peu près à hauteur de 80% des demandes. Enfin, à l'époque, moi, c'était ça. Voilà. Et si jamais, en fait, normalement, le directeur du département se débrouille pour savoir aussi qui sont les majors de Master 2 dans les différents masters recherche en France. Et les majors de Master 2 ont un contrat doctoral. Donc, pour les 3 premières années, vous pouvez financer comme ça. Et ensuite, il y a des contrats d'ATER, sachant que la spécificité des normes L1, si vous êtes agrégé, encore un intérêt d'être agrégé, c'est que vous pouvez faire 4 ans d'ATER, alors qu'en principe, c'est 2 ans. Alors bon, 4 ans, ça veut dire que vous financez 7 ans de thèse. Bon, c'est plus la norme, 7 ans de thèse. Mais en réalité, moi, je vois peut-être encore après. Il y a quand même, en termes d'équilibre entre les postes de contractuels et titulaires dans l'enseignement supérieur en ce moment, il y a un changement d'équilibre très net. Je vois à Vannes, par exemple, on est à 15 titulaires pour 7 contractuels. À Rennes, c'est pas encore ça, mais on a de plus en plus de contractuels aussi. On a un vrai avantage en étant agrégé, en étant fonctionnaire en réalité. Et c'est finalement pas si dur en étant normalien et agrégé d'obtenir des contrats d'ATER. Voilà. Bon, vaut mieux éviter le LRU, je pense, si on veut faire de la recherche, parce que le LRU, c'est très très lourd en termes d'enseignement. Mais ça reste faisable. Hein, mais, voilà, je pense. Le financement n'est pas vraiment une source d'inquiétude, je pense. Je t'interromps, mais sur les thèses en 4 ans, petite expérience, moi j'ai fait ma thèse en 4 ans et 3 mois. Et j'étais, les 2 premières années, j'étais cadre dans le privé. Donc, puis je suis sorti
partie comme tout le monde, hein, elle est dans le haut de la botte. Mais il y a beaucoup de gens que je connais qui étaient dans mon laboratoire en Normandie qui ont eux également fait des thèses en 4 ans. Il y a plus d'une dizaine d'années. Et certains sont professeurs d'université. Mais tout le monde a été qualifié. Donc le mythe de la thèse de droit en 10-11 ans, qui nécessite un investissement de la moitié d'une vie, ce mythe, il doit tomber. C'est pas ce qui génère la qualité d'une thèse. J'avais le sentiment qu'il y avait vraiment une distinction entre la thèse qui ouvrait à la qualification, et donc cette thèse-là tendait à s'allonger, et une thèse qu'on qualifie de thèse d'exercice, plus communément, et qui, elle, était en effet plus courte. Oui, sur la question de la durée des thèses. En fait, la durée moyenne des thèses qui sont qualifiées en droit et des thèses qui sont agrégées, c'est à peu près la même durée. Je parle de droit, hein, parce que... Et d'après les informations qui m'avaient été transmises par un ancien président de CNU de droit privé et un ancien président de jury d'agrégation de droit public, c'est la même durée, en fait, c'est 5 ans et demi. C'est-à-dire que la durée moyenne des thèses en droit, c'est 5 ans et demi. Et je ne crois pas qu'il y ait vraiment une distinction. Enfin voilà, il n'y a pas de. C'est la durée moyenne des thèses, donc ce qui correspond à peu près. Voilà, c'est ça. C'est sur les thèses agrégées. Alors les chiffres que je vous donne, ils doivent dater de 2013, 2014. Donc sans doute faudrait-il les actualiser un peu, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup changé la règle. Donc ça reste plus qu'en économie, ça reste plus qu'en gestion, où la moyenne est plutôt de 3 ans et demi. 3 ans et demi, je pense. Eric peut me contredire, peut-être 4, voilà, mais on va dire 3 ans et demi, enfin, entre 3 et 4. Quoi. Nous, on est plutôt entre 5 et 6, mais c'est une norme, enfin, c'est assez classique. Et je ne crois pas que ça ait tendance à augmenter, ça sûrement pas. Je crois qu'au contraire, il y a eu un énorme travail qui a été fait dans les écoles doctorales. Je suis bien placée pour en parler, ayant été à la direction d'une école doctorale. Il y a eu un énorme travail qui a été fait dans les écoles doctorales et dans toute la France, c'était pas vrai qu'à Rennes, sur la diminution de la durée des thèses. Donc aujourd'hui, une thèse de droit en 10 ans, ça n'existe plus. C'est pas vrai, il n'y a plus de thèse en 10 ans. Enfin, plus personne fait une thèse en 10 ans. Donc il peut encore y avoir des thèses en 7-8 ans, ça arrive encore, mais ça devient l'exception. Tout simplement parce que c'est de plus en plus compliqué de se réinscrire en thèse quand vous dépassez un certain temps, au-delà de 4-5 ans. Il faut vraiment commencer à justifier sérieusement du fait que vous avez besoin de plus de temps pour faire votre thèse. C'est pas une vie, quoi, de faire une thèse. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut en sortir aussi. Et donc, du coup, voilà, la thèse en 10 ans, en droit, ça n'existe plus. Et c'est plutôt mal vu. C'est de plus en plus mal vu au CNU. Parce que vous êtes en concurrence avec des gens, vous avez fait votre thèse en 10 ans et vous êtes en concurrence avec des gens qui ont mis 5 ans. Et nécessairement, on n'a pas la même capacité d'analyse et la même maturité sur un sujet quand on a mis 10 ans à réfléchir dessus ou quand on a réfléchi dessus pendant 5 ans, c'est évident. Donc c'est pas forcément bien vu de faire une thèse longue aujourd'hui. Au contraire, la tendance est plutôt au raccourcissement de la durée et au raccourcissement de la longueur des thèses aussi. Le mythe de la thèse en 800 pages ou la thèse d'histoire du droit en 1000 pages, c'est pareil, ça a tendance aussi un peu à se... moi, quand j'étais en thèse, on disait les historiens du droit en dessous de 800 pages, c'était ridicule, quoi. Aujourd'hui, c'était 1000 pages une thèse d'histoire du droit. Aujourd'hui, je pense que les historiens du droit sont comme les positivistes, ils font des thèses entre 400 et 450, entre 450 et 550, c'est bien, hein, c'est déjà pas mal. Ce qui pour un économiste est énorme, hein. Je vois Eric réagir devant moi. Juste, donc je ne vais pas revenir sur la durée des thèses, je pense que les choses ont été un peu clarifiées. Et puis il y a peut-être d'autres questions. Moi, je voudrais juste dire quelques mots sur le choix de faire une thèse. Effectivement, choisir son laboratoire, choisir son directeur, choisir son sujet. En gros, il faut savoir pourquoi on veut faire une thèse. Alors ça ne veut pas dire que la raison pour laquelle on commence une thèse, c'est la raison pour laquelle on la termine, parce que on mûrit sa réflexion, on découvre d'autres opportunités, etc. Mais il ne faut pas la faire par défaut, il faut savoir pourquoi on la fait, et il faut savoir pourquoi on choisit le sujet qu'on choisit, parce que, là encore, il faut aimer son sujet, on va vivre avec plusieurs années, pas forcément des années toujours très faciles sur tous les points, et donc si on n'aime pas, si on prend son sujet en grippe, si on prend son directeur de thèse en grippe, si on prend, peu importe, évidemment, les chances d'aboutissement ou les chances de la faire dans un délai raisonnable s'amenuisent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et de ce point de vue-là, donc les conditions financières,
Les conditions matérielles, là encore, je reviendrai sur l'intérêt de pouvoir faire un post-dater pendant 4 ans quand on est fonctionnaire, c'est que ça permet aussi de financer l'après-thèse. C'est-à-dire que vous pouvez soutenir votre thèse. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait 1 an, enfin, ça m'a permis de faire la jonction avec le délai de qualification et d'avoir 1 an en fait de post-doc, enfin d'ater post-doc, et donc d'avoir du temps là encore pour écrire, pour améliorer le dossier, pour la qualification, etc. Donc c'est assez précieux de ce point de vue-là d'être agrégé quand on est en thèse. Donc ça, c'est autre chose. Et dernière chose que je voulais dire sur la thèse, je pense que quand vous abordez la thèse, il faut vous dire, enfin voilà, faut la viser en 3-4 ans, ou la viser en 3 ans pour la faire en 4, ou en 4 ans pour la faire en 5. Enfin, il faut vraiment voir la fin, enfin toujours avoir en tête la fin de la thèse. Vous allez, enfin voilà. Et surtout, profiter de la période de thèse pour étoffer votre CV à différents niveaux, parce que là encore, votre objectif, ça peut être la carrière universitaire, mais c'est pas parce que c'est votre objectif, et tout ce que je vous souhaite c'est d'y arriver, que ce sera forcément l'issue. Donc il faut avoir en tête que au cours de votre thèse, vous allez étoffer votre CV, étoffer votre réseau, vous faire un nom, vous serez de toute façon les spécialistes de votre sujet, et ça se valorise d'une manière ou d'une autre. Donc avoir des réflexions sur la question de la valorisation, ça me semble des choses importante. Et puis avoir en tête que faire une thèse, même si au départ vous la faites pour une carrière d'enseignement et de recherche, en réalité ça reste un diplôme qui se valorise très bien dans d'autres cadres, notamment à l'étranger. Donc voilà, il faut avoir ça aussi en tête. On peut aussi vouloir faire une thèse, pas du tout dans une optique universitaire, mais parce qu'on veut être identifié comme le spécialiste d'une question, parce qu'on veut le valoriser après dans un domaine professionnel donné. Donc voilà, il faut. Et là encore, on ne la fait pas tout à fait dans la même optique si derrière on ne vise pas une carrière universitaire. Bon, juste une annonce de pub. 30 minutes de publicité. 30 secondes de publicité, rassurez-vous. Donc, grande diversité des pratiques sociales d'enseignement. On voit qu'on peut faire de la recherche sans nécessairement. C'est quelque chose qui s'efface. On fait de la recherche en autorité de régulation dans des organisations internationales. Pensez-y, ça veut dire qu'il faut se renseigner. Et ça sera le mot de la fin. Je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est aller voir les enseignants pour leur poser leurs questions sur toutes ces pratiques.